La princesse Anne a enfin évoqué les dernières années de son père, et ses propos étaient à la fois extrêmement révélateurs et pourtant totalement passés inaperçus. L'histoire que tout le monde connaît est une version idéalisée. Un garçon et une fille dans une école navale en 1939. 73 ans de mariage est un vieil homme qui rêvait d'une ferme paisible. Cette version a été tellement édulcorée qu'elle n'a plus rien à offrir. La véritable histoire, elle, recèle un document. On y découvre un homme qui a renoncé à son pays, à son église, à son nom et à ses titres en l'espace d'un mois environ, et qui a passé la décennie suivante à réaliser à quel point cet achat avait été dérisoire. On y découvre aussi un petit objet qu'il a porté à la main chaque jour pendant 77 ans et que presque personne n'a jamais vraiment examiné. Un petit mot avant d'aller plus loin. Je m'appelle Harold. Je consacre mon temps à éplucher tous les documents relatifs à cette famille. Les déclarations, les registres, les petites inscriptions que personne ne lit deux fois. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, abonnez-vous à Crown Watch. Vous serez surpris de son utilité. Voici donc une chose qui ne devrait pas être possible. Le 9 avril 1952, une femme, reine depuis 8 semaines seulement, signa une déclaration retirant le nom de son mari à ses propres enfants et le privant définitivement de ce nom. Le 9 avril 2021. Ce même mari décédait au château de Windsor 2 mois avant son 100e anniversaire, et le pays passa la semaine suivante à l'appeler par un nom qui lui avait été attribué plutôt que par celui sous lequel il était né. 69 ans d'écart, la même date. Et personne dans cette famille n'en a jamais soufflé mot publiquement. Je suis allé vérifier, comme à mon habitude, et les deux dates sont confirmées. Ils sont comme une ombre invisible qui plane sur toute cette histoire. Permettez-moi d'abord de clarifier un point souvent mal compris, car la suite en dépend. Vous avez sans doute entendu dire que le prince Philippe et la reine Élisabeth n'ont jamais vécu ensemble à Buckingham Palace. C'est faux, ils s'y sont installés en 1952, après le décès du père de la reine, et y ont vécu pendant des décennies. Leurs enfants y ont grandi. Le prince y avait un bureau. Il gérait les domaines depuis ce palais. Il a modernisé les cuisines. Il a même installé une télévision dans la chambre d'enfants, dans un bar, dans une pièce restée inoccupée depuis la guerre. La véritable version, bien pire que cette rumeur édulcorée, raconte qu'il s'est opposé farouchement à ce déménagement, qu'il a perdu et qu'il a fini par s'y installer malgré tout. Il resta pendant les 65 années suivantes dans une maison où il avait pourtant clairement exprimé son refus d'entrer. Il la quitta en 2017. À l'âge de 96 ans. Imaginez un instant la situation. Un homme refuse d'acheter une maison à 30 ans. Il y est encore à 96 ans, la première année où il est légalement libre de toute obligation sociale. Il fait ses valises et s'en va. Ce n'est pas un caprice, mais la fin d'une vie. En décembre 1944. Le père du prince Philippe décéda dans une chambre d'hôtel à Monte-Carlo. Le prince André de Grèce et de Danemark avait passé la fin de sa vie dans la précarité, séparé de son épouse dans le sud de la France. Philippe avait 23 ans, servait dans la Royal Navy et n'avait pas revu son père depuis avant le début de la guerre. On lui restitua par la suite une malle contenant des vêtements, un blaireau en bois à manches d'ivoire, des papiers et une bague de signature. Tel était son héritage. C'était là tout l'héritage matériel d'un homme né prince de 2 pays, transmis à un fils qui, à cette époque, n'avait plus de domicile fixe.
Il passa la bague à son doigt et la porta jusqu'à la fin de sa vie. Lors du mariage, du couronnement, pendant 70 ans de banquets d'État et d'inauguration d'usines, et lors des quelques 230 poignées de main qu'il serra dans l'exercice de ses fonctions. Allez voir des photos de lui à 90 ans. Elle est à l'auriculaire de sa main gauche, usée, l'emblème presque effacé. Cette bague est la seule chose qu'il ait jamais possédée qui ne lui ait pas été transmise par sa femme. Gardez cette idée en tête, car j'y reviendrai, et lorsque nous arriverons à une page signée en avril 1952, vous comprendrez pourquoi un simple morceau de métal a une telle importance. Revenons-en maintenant au début, car cette histoire d'amour est bien réelle et je ne prétendrai pas le contraire. Le problème, c'est que tout le monde cesse d'en parler au moment du mariage, et c'est justement là que les choses se compliquent. Ils se sont rencontrés officiellement en juillet 1939 au Royal Naval College de Dartmouth. Elle avait 13 ans. Il en avait 18, était cadet, grand, blond et excellait dans les choses que remarquent les jeunes filles de 13 ans, à savoir sauter par-dessus les filets à tétis et engloutir une quantité impressionnante de crevettes devant tout le monde. Sa gouvernante l'avait noté. Elisabeth l'observa pendant toute la visite et ne cessa de parler de lui par la suite. Ils s'étaient déjà croisés auparavant, en 1934, au mariage de sa cousine, la princesse Marina, avec son oncle, le duc de Kent. Elle avait 8 ans. Dartmouth, c'est l'université qui compte. Puis la guerre l'a emporté et les lettres ont commencé. C'est cette partie qu'on photographie pour le conte de fées, puis qu'on oublie avant même que quiconque pose la question qui s'impose. Demandez-vous d'où il écrivait ses lettres et où il allait quand sa permission est arrivée, car il n'avait nulle part où aller. Son père était à Monte-Carlo et avait, de fait, disparu de sa vie. Sa mère, la princesse Alice, avait subi une grave dépression nerveuse à la fin des années 1920. Avait passé des années dans des sanatoriums et au début de la guerre se trouvait à Athènes occupée, où elle abritait une famille juive dans son appartement, un acte pour lequel Israël l'a honoré plus tard à Yad Vashem. Ses 4 sœurs étaient toutes mariées et vivaient en Allemagne. Son grand-père avait perdu son trône. La famille avait été embarquée sur un navire de guerre britannique et emmené de Corfou lorsqu'il avait 18 mois. Il avait franchi sa première frontière dans une caisse d'orange servant de berceau. Le prince Philippe passait ses vacances scolaires chez des proches qui l'hébergeaient par amitié et chez des camarades dont les parents avaient pitié de lui. Il avait une malle, un vélo et une adresse qui changeait constamment. Et lorsqu'une jeune fille de Windsor commença à lui écrire, ce qu'il reçut entre ses mains n'était pas seulement une jeune fille, mais aussi la première adresse fixe qu'on lui offrait depuis sa plus tendre enfance. Je veux que vous preniez ces 2 choses en compte, car tout le mariage repose sur elle, et tous les problèmes qui s'y poseront par la suite en découlent également. Il l'aimait. Tous ceux qui les ont côtoyés pendant 70 ans le confirment, et ils le disent spontanément. Il ne possédait rien d'autre, et tout le monde le savait. Il y a un autre événement de ces années-là, un événement qui le suivra dans chaque étape de son histoire pour le reste de sa vie. En novembre 1937, un avion s'écrasa dans le brouillard près d'Oende, en Belgique. Tous les passagers et membres d'équipage périrent. Parmi eux se trouvait la sœur du prince Philippe, Cécile, âgée de 26 ans et enceinte de 8 mois, son mari et 2 de leurs jeunes fils. Philippe avait 16 ans. Il se rendit à Darmstadt, en Allemagne, pour les funérailles. Il existe une photographie de ce cortège funèbre et je vous encourage à la consulter,
car elle éclaire davantage les 50 années suivantes de l'histoire de la famille royale britannique que n'importe quel commentaire. On y voit un garçon en manteau sombre marchant derrière le cercueil de sa sœur à travers une ville allemande, encadré par des hommes en uniforme. Et les uniformes ne sont pas neutres. La que Marie de Cécile avait adhéré au parti nazi. Les hommes de leur entourage aussi. Ce garçon n'avait pas choisi les mariages de ses sœurs. Il était enfant lorsqu'elles les ont contractés. Il a ensuite servi dans la Royal Navy pendant toute la durée de la guerre, a été cité à l'ordre du jour au Cap Matapan et était présent dans la baie de Tokyo lors de la capitulation japonaise. Rien de tout cela n'avait d'importance, car en 1946 et 1947, lorsque la question de son mariage avec l'héritière du trône britannique a été soulevée dans les foyers, les clubs et les bureaux de sa famille, c'est la photographie qui faisait débat, et non son parcours militaire ou ses funérailles. C'était le second héritage qu'il portait en lui lorsqu'il est entré à Buckingham Palace pour la demander en mariage. Une bague de son père défunt et des photographies dont il ne pourrait jamais se séparer. Voyez maintenant ce qu'on lui a demandé de payer. Il a renoncé à ses titres royaux grecs et danois. Il a renoncé à ses prétentions au trône de Grèce. Il s'est converti de l'orthodoxie grecque à l'Église d'Angleterre. Il a obtenu la nationalité britannique. Et il a pris un nom de famille, puisqu'il n'en avait pas. L'un homme choisit Foot Mountbatten, la version anglicisée du nom de famille allemand de sa mère, Battenberg, lui-même modifié pendant la Première Guerre mondiale, car Battenberg sonnait mal en Grande-Bretagne. Voyez le fin mot de l'histoire. Wow. Un homme né sans nom de famille se voit attribuer un nom inventé par ses proches pour dissimuler un autre nom devenu gênant lors d'une précédente guerre. Il se marie avec un nom qui n'était qu'un outil de relations publiques et en moins de 5 ans, même ce nom lui serait retiré. Les fiançailles furent annoncées en juillet 1947. La bague qu'il lui offrit était ornée d'un diamant de 3 carats au centre, entouré de pierres plus petites provenant d'un diadème ayant appartenu à sa mère. Alice le fit démanteler. N'ayant plus rien à offrir, elle donna le dernier morceau. Ce détail est authentique et figure dans tous les récits sérieux de ses fiançailles. J'y reviens sans cesse car c'est le seul moment de toute cette histoire où un membre de sa famille lui remet un cadeau et non l'inverse. Ils se marièrent le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster. 2000 invités, une retransmission radio à 200 millions de téléspectateurs et une mariée qui, comme tout le monde, dut utiliser ses tickets de rationnement pour sa robe. Le matin même des noces, le roi le nomma duc d'Édimbourg, comte de Mariemont et baron Greenwich. Remarquez ce qui manque à cette liste, car cela réapparaîtra plus tard, et d'une manière particulièrement blessante. Il n'a pas été fait prince du Royaume-Uni. Né prince de Grèce et de Danemark, il avait renoncé à ses titres. Et le titre britannique n'est apparu ni avec le mariage, ni avec les enfants, ni avec l'accession au trône. Il est arrivé en 1957, 10 ans plus tard. Or, aucune de ses sœurs n'était présente à ce mariage, pas une seule. 3 d'entre eux étaient en pleine forme et seraient venus. Mais il fut décidé que la famille royale allemande ne pourrait être photographiée à l'intérieur de l'abbaye de Westminster 2 ans après la guerre. Imaginez la scène, car c'est le genre de choses qui se résume à 3 mots dans un documentaire, et elle mérite bien plus. 2000 personnes dans une abbaye, roi, reine, premier ministre, la moitié des têtes couronnées d'Europe. La famille de la mariée occupait une aile de l'édifice. Du côté du marié, une femme, sa mère, vêtue de l'habit gris de l'ordre religieux qu'elle avait fondé, assise seule sur un banc familial, sans personne à ses côtés.
Tous les membres survivants de sa famille proche avaient été oubliés. Il n'en a jamais parlé publiquement, ni alors, ni jamais. Dans cette génération, tous les hommes se taisaient sur tout. Et cette famille en particulier a érigé le silence en art. Je tiens à être prudent, car l'exclusion avait un certain sens en 1947. Et ceux qui ont pris cette décision n'étaient pas des monstres. 2 ans après l'ouverture des camps, il était interdit de faire figurer une croix gammée sur une photo de mariage. Comprendre une décision et la subir sont 2 choses différentes. Et il y avait la seconde, celle du mariage, un homme avec un parent dans l'immeuble portant une bague de mort sous un nom qui avait été rassemblé pour lui par d'autres personnes. Et c'est à partir de ce moment que la famille commence à s'occuper de lui. Alors, faites attention aux détails, car ce sont les détails qui font toute la différence. La mère d'Elizabeth ne voulait pas de cette union pourtant relatée dans tous les témoignages de l'époque. La raison, les origines allemandes et le surnom, rapporté plus tard par plusieurs biographes monosyllabiques. Le Hun. Je ne peux pas vous faire écouter d'enregistrement, et personne d'autre non plus. Les archives montrent que cette expression a été rapportée par plusieurs personnes ayant écrit sur cette famille, que personne de proche ne l'a jamais démenti, et que la femme qui la lui a attribuée lui a survécu 19 ans sans jamais rectifier publiquement l'histoire. Imaginez comment cela se passe au quotidien, car il n'y a rien de dramatique. C'est même la chose la moins dramatique au monde. C'est une pièce où 12 personnes prennent un verre avant le dîner, et chacun connaît un mot qui n'est jamais prononcé devant lui, et ce n'est pas nécessaire, car il le voit circuler dans les silences. Il est la cible de plaisanteries qu'on évite soigneusement. Il était le seul présent à devoir s'occuper de lui, et il avait 26 ans. Il avait essuyé des tirs pendant 6 ans pour son pays. Ses gens avaient fui, et il avait perdu sa sœur et 4 membres de sa famille dans un champ en Belgique. Voilà votre humiliation, et il n'y a aucun document pour cela. Un homme se tient dans un salon, l'air de rien, tandis qu'une douzaine de personnes discutent à son insu de sa légitimité. Il l'a cessé. De la vie générale, il l'a subi pendant des années sans jamais réagir. Puis, en février 1952, tout ce qu'il avait enduré s'est révélé être la partie la plus facile. Avant d'aborder février 1952, je tiens à mentionner ces 2 années fastes, car elles ont existé et les omettre reviendrait à s'en prendre à lui-même. De 1949 à 1951, le prince Philippe était en poste à Malte avec une flotte en Méditerranée et Élisabeth le rejoignit. Ils louèrent une villa. Elle n'avait ni engagement, ni obligation, ni véritable foyer. Elle conduisait elle-même. Elle allait chez le coiffeur en ville comme tout le monde. Elle s'asseyait dans les tribunes et regardait son mari jouer au polo, souvent maladroitement. Il avait son propre poste d'officier là-bas, un poste d'officier. Et de la vie générale, ces mois furent les plus heureux de leur vie. Ceux qui les ont connus à cette époque décrivent une femme complètement différente. Plus forte, plus vite, l'épouse de quelqu'un dans un pays où personne ne lui avait demandé d'être autre chose. Gardez cette image en tête, car elle est sur le point de se terminer par un simple coup de téléphone, et elle ne reviendra jamais. En février 1952, ils se trouvaient tous deux au Kenya pour remplacer son père lors d'une tournée du Commonwealth, George VI étant trop malade pour voyager. Ils passèrent la nuit à Treetops, un lodge construit dans un figuier surplombant un point d'eau, d'où ils observèrent les éléphants. Son père mourut dans son sommeil à Sandringham aux premières heures du 6 février. La nouvelle parvint au groupe au Kenya des heures avant qu'elle ne l'apprenne, et c'est le prince Philippe qui l'a reçue.
Son secrétaire particulier la lui annonça en premier sur la pelouse à l'écart de la maison. Tous les récits de cette matinée reprennent la même description de ce qui lui arriva. Et cette description n'évoque pas le chagrin. Mike Parker, celui qui lui annonça la nouvelle, raconta plus tard qu'il avait l'air d'être sous le choc. Il l'accompagna dans le jardin et lui annonça lui-même. Ils rentrèrent à la maison une demi-heure plus tard. Elle s'assit à son bureau et commença à s'excuser auprès de tous pour avoir chamboulé l'emploi du temps. Ce fut la dernière heure de leur mariage tel qu'il avait été, car la machine arriva le lendemain et, cette machine, elle avait son mot à dire. Dès ce matin-là, il la suivit partout, à chaque arrivée, jusqu'à la fin de sa vie. Ses secrétaires particulières lui rendaient des comptes. Ses boîtes rouges ne s'ouvraient pas pour lui. Ses décisions étaient prises sans qu'il y prête attention. À 29 ans, il avait commandé un navire de guerre. À 31 ans, sa seule fonction était d'être présent, silencieux, et de se tenir 2 pas à gauche. Il ne retourna jamais dans la marine. Cette carrière, la seule chose dans sa vie qui lui ait appartenu entièrement et qu'il ait mérité, prit fin le 6 février 1952 pour ne plus jamais se rouvrir. Il avait 30 ans. Il vécut jusqu'à 99 ans. Réfléchissez un instant à ce calcul, car je ne pense pas que la plupart des gens y pensent. Il passa 69 ans à être un homme qui avait excellé dans un domaine et qui ne fut plus jamais autorisé à le faire. Et 30 ans plus tard, une autre personne extérieure au milieu s'est mariée dans ce même immeuble et a reçu les mêmes instructions, sur le même ton. Et tout le pays a vu ce que cela lui faisait. On disait à Diana où aller, comment s'habiller, quand parler et quand se taire. Ceux qui lui donnaient ces instructions étaient d'une politesse irréprochable, et cette politesse était le pire. L'un des rares membres de cette maisonnée à comprendre exactement ce qui lui arrivait avait lui-même vécu la même chose en 1952. N'oubliez pas que cela finit toujours par ressurgir et de façon brutale. Or, Clarence House, la maison où ils avaient passé leurs années de 1949 à 1952, avait été entièrement rénovée par le prince Philippe. Il avait même choisi les meubles. Il avait protesté au sujet de la plomberie. Il y avait un atelier. C'était le premier bâtiment, depuis l'âge adulte, où il avait investi les lieux. Son accession au trône signifiait que Buckingham Palace et son entourage considéraient ce déménagement comme une évidence, aussi naturelle qu'une marée. Il s'y est opposé. Il a fait valoir que Clarence House était une demeure où il travaillait, que Buckingham Palace n'était qu'un immeuble de bureaux avec des chambres, que ses 775 pièces étaient un musée et une machine, et non un endroit où élever 2 jeunes enfants. Il a affirmé que le palais était le lieu de résidence des courtisans et que ces derniers étaient le problème. Tous ceux qui possédaient un titre dans ce bâtiment se sont ligués contre eux, le gouvernement aussi. Ils déménagèrent en mai 1952. Il perdit face à sa femme, au personnel et à une famille qui avait déjà décidé de son sort. Sa belle-mère emménagea alors à Clarence House, maison qu'il avait mise 3 ans à rendre habitable. Je me suis longtemps demandé s'il comprenait alors ce qui lui arrivait, ou s'il pensait encore que chaque confrontation était une nouvelle occasion de gagner la suivante. Observers attentivement son comportement au cours des 8 semaines suivantes, car un homme qui se croit en train de perdre des arguments individuels ne réagit pas comme il l'a fait ensuite. Il ne lui restait plus qu'une chose. On lui avait dit ce qu'il ne pouvait pas faire, où il ne pouvait pas vivre, quel travail il ne pouvait pas exercer et dans quelle pièce il ne pouvait pas entrer en premier. On ne lui avait encore rien dit concernant son nom. Et au printemps 1952, ce nom semblait assuré, car la règle en question n'en était pas une. C'était une coutume. Une femme mariée prenait le nom de son mari.
les enfants prenaient celui de leur père. Et cela avait toujours été vrai dans ce pays, de mémoire d'homme. Personne n'avait eu besoin de l'écrire, car personne n'avait eu besoin de le demander. Ces enfants s'appelaient Charles et Anne, âgés de 3 ans et 18 mois, et le nom de famille inscrit sur les papiers, d'après ce qu'il avait compris, serait le sien. C'est l'objet qu'il tenait à la main lorsque les problèmes ont commencé, et les problèmes ont commencé lors d'un dîner auquel il n'assistait pas. Un dernier détail concernant cette décision, car il est si infime qu'il pourrait passer inaperçu et pourtant il est déterminant. Les courtisans qui géraient Buckingham Palace en 1952 l'avaient déjà fait pour son père, et plusieurs d'entre eux pour son grand-père auparavant. Ils considéraient le duc d'Édimbourg comme un jeune homme aux idées modernes, qui saurait se ranger s'il était bien encadré. Au cours des 30 années suivantes, il a réussi à convaincre certains d'entre eux et à faire modifier l'organisation des cuisines, la comptabilité et quelques cérémonies. Durant toutes ces années, aucun d'eux ne l'a jamais traité autrement que comme un invité dans un bâtiment dont sa femme avait hérité. Broadlands est une demeure du Hampshire ayant appartenu à Lord Louis Mountbatten, oncle du prince Philip et homme parmi les plus ambitieux de la vie publique britannique du XXe siècle. Louis Mountbatten avait consacré sa vie à hisser sa famille au sommet de l'échelle sociale, là où son propre père avait chuté, et Philippe en était l'instrument. Il avait guidé le jeune garçon, organisé les présentations, géré sa naturalisation, lui avait donné son nom de famille et, en 1947, il était présent à l'abbaye pour assister au mariage de son neveu avec la future reine d'Angleterre. Lors d'un dîner à Broadlands, quelques semaines après l'accession au trône, il déclara à haute voix devant ses convives que la maison Mountbatten était désormais un lieu de pèlerinage. Cette phrase fit le tour du monde, traversant 2 comtés et se retrouva à Marlborough House en l'espace d'une journée. Marlborough House était la résidence de la reine Mary, la grand-mère d'Élisabeth, et je tiens à être précis à ce sujet car la rumeur qui circule en ligne est erronée. Elle n'avait aucun lien de parenté direct avec Phillips. Elle était la veuve de George V. Elle avait 84 ans. Née au palais de Kensington sous le règne de Victoria, elle avait personnellement vu son époux changer le nom de famille de Saxe-Coburg et Gotha en Windsor en 1917. Pleine guerre contre l'Allemagne, afin de sauver la monarchie de la foule en colère. Elle avait déjà vu de l'intérieur une maison royale britannique détruite par un nom de famille allemand. La réaction fut immédiate et rapportée par la suite dans des termes si crus qu'ils sont restés dans les archives. Elle voulait savoir ce que le duc d'Édimbourg pensait que ce nom de famille pouvait bien avoir à voir avec lui. Elle ne s'adressa pas à sa petite-fille, mais au gouvernement. Son secrétaire particulier en informa celui de Winston Churchill, qui en informa le cabinet. Ce dernier prit position. Il est important de comprendre la suite des événements, car c'est là que réside toute l'histoire. Un différend concernant le nom de famille d'un homme, qui dans n'importe quel autre foyer de ce pays se résumerait à une simple conversation entre 2 personnes dans une cuisine, a été totalement exclu du mariage. C'est désormais du ressort du Premier ministre. Le prince Philippe n'a été ni consulté, ni sollicité pour assister à quoi que ce soit, ni pour fournir la moindre explication. Personne n'est, lui, a écrit. Son nom est décidé dans une pièce où il n'a pas accès, par des hommes qui ne l'ont jamais consulté. Sa femme a été informée de la position du gouvernement, et il ne s'agissait pas d'une simple suggestion. Le 9 avril 1952, Élisabeth a fait une déclaration au Conseil.
Permettez-moi de vous expliquer en 10 secondes, car cela détermine tout ce qui suivra. Une déclaration et un conseil, c'est le souverain qui fait une déclaration formelle devant le conseil privé, l'organe des conseillers les plus hauts placés qui existe depuis le Moyen Âge. Une fois faite et approuvée, cette déclaration n'est plus une opinion ni une préférence. C'est la position officielle de la couronne, et elle reste en vigueur jusqu'à ce qu'un autre souverain la remplace. La déclaration stipulait qu'elle et ses enfants seraient connus sous le nom de maison et famille de Windsor, et que leurs descendants porteraient le nom de Windsor. Une page, une réunion, 8 semaines après son accession au trône. Ses enfants ne porteraient pas son nom. La maison non plus, rien d'autre. Et elle a signé. Elle avait 25 ans. Elle était sur le trône depuis 2 mois. Sa grand-mère s'était opposée à son mari, et le premier ministre lui avait indiqué la marche à suivre. Je ne pense pas que cette femme ait eu le choix, et quiconque prétend le contraire n'a jamais réfléchi à ce qu'une jeune femme de 25 ans hérite à ce poste. Elle a quand même signé. Voilà ce que signifie un document. Cela élimine la question de savoir si quelqu'un le voulait. La phrase qu'il a prononcée ensuite est la seule fois en 73 ans où cet homme a laissé transparaître publiquement l'ampleur de son désarroi. Et il l'a dit en privé, et pourtant, cela a fuité. Je ne suis qu'une satanée amibée. Il a dit: je suis le seul homme du pays à qui l'on n'a pas le droit de donner son nom à ses propres enfants. Relisez lentement cette deuxième phrase, car il ne s'agit ni d'apitoiement sur soi, ni d'une crise de colère. C'est un constat. En 1952, chaque homme en Grande-Bretagne, dans chaque maison terroriste, chaque village minier, chaque maison mitoyenne du pays, bénéficiait automatiquement du droit qui lui était refusé. Le docker l'avait. Le prisonnier l'avait. Il était la seule exception sur toute l'île, et cette exception lui avait été expressément accordée par écrit par l'État à la demande de la grand-mère de sa femme. Voilà le côté sordide de ce mariage. Et il y a une chose que je tiens à souligner. Il n'y a pas eu d'adultère, pas de dispute, pas d'objet jeté, pas de séparation, pas d'avocat. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici est consigné par écrit, daté publiquement. Le mal qui a fait les choses dans ce mariage a été fait par des documents, et ce, dès les 8 premières semaines. Et tous deux ont ensuite vécu avec ce fardeau pendant les 69 années suivantes, sans jamais en parler publiquement. Réfléchissez-y, on lui a annoncé en avril 1952 qu'il mourrait en avril 2021. À chaque anniversaire, chaque baptême, chaque mariage, chaque fois que l'un de ses enfants signait devant lui, cette page était glissée en dessous et n'a jamais été ressortie. Il n'y a jamais eu de seconde déclaration à ce sujet. Aucune excuse officielle. 30 ans plus tard, cette même famille a pris sous son aile une jeune fille de 19 ans, l'a habillée, informée, corrigée et a contribué à sa reconstruction. Et par la suite, de nombreuses personnes bien intentionnées ont déclaré que personne ne lui avait voulu de mal et que chacun avait fait de son mieux. Il en était de même en 1952. Personne, lors de cette réunion du conseil privé, ne le haïssait. C'est ce qui aggrave la situation au lieu de l'améliorer. J'ai dit dès le début qu'un détail, aussi insignifiant soit-il, était important dans cette histoire. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Tout ce que cet homme possédait lui venait de sa femme ou lui avait été pris par sa maisonnée. La maison était à elle, le nom était à elle, le travail était à elle. Les enfants portaient le nom de sa famille par ordre de la couronne.
La bague à son annulaire gauche était le seul objet de sa vie qui lui venait de son propre sang. Et elle était arrivée dans une malle en provenance d'une chambre d'hôtel à Monte-Carlo avec un blaireau. Il ne l'a jamais enlevée. Pas une seule fois en 77 ans, sur aucune des photos retrouvées. Personne n'a confirmé la signification de cette bague pour lui. Et il n'a jamais dit « Oh ça y est, moi, on pourra observer ce qu'il fera du reste de sa vie. » Car un homme affirme sa position autrement. Puis aussi à ça, le 2 juin 1953, Poitiers, à l'abbaye de Westminster, 80 personnes étaient présentes et 27 millions de téléspectateurs, un record d'audience pour un événement dans l'histoire du pays. Son épouse fut couronnée. Il n'était pas un époux de reine régnante, ni couronne, ni trône, ni couronnement. Tous les participants le savaient dès le départ, et cela ne posa aucun problème à personne. Vient ensuite la partie la plus délicate. Après le couronnement, l'hommage commence. Cet hommage est la plus ancienne partie de la cérémonie. Les dignitaires du royaume s'avancent un à un, s'agenouillent devant le monarque, placent leurs mains entre les siennes et prêtent serment. Le prince Philippe est passé en premier, devant les archevêques, devant les ducs, devant toutes les jetées d'Angleterre. Il monta les marches en robe de cérémonie, ôta sa couronne, s'agenouilla devant son épouse en direct à la télévision et prononça ces mots. « Moi, Philippe, duc d'Édimbourg, je deviens votre légat, corps et âme, et je vous promets fidélité. » Permettez-moi de vous expliquer cette phrase, car c'est le deuxième et dernier terme ancien que je vais vous expliquer aujourd'hui, et cela mérite bien quelques secondes. Un légat est un sujet ayant prêté serment. Tonitse, corps et âme signifie son corps. Fraternité signifie son statut dans le monde. Ce serment est médiéval et n'a rien de formel. Il engage le sujet, corps et réputation entre les mains de celui qui le prononce. Et il les remet à la personne devant laquelle il est agenouillé. Il se leva alors, toucha la couronne sur sa tête, l'embrassa sur la joue et descendit les marches à reculons, car on ne tourne pas le dos à la souveraine. Il avait 32 ans. Il était marié à elle depuis 5 ans et demi. J'ai visionné ces images bien trop souvent. Je vous invite à les regarder au moins une fois. Son visage reste impassible. Il exécute la scène à la perfection, car il était le meilleur dans ce bâtiment pour tout faire à la perfection. Et voilà votre scène d'humiliation devant 27 millions de téléspectateurs. Le plus extraordinaire, c'est que personne ne l'ait perçu comme tel. Iles trouvèrent cela très émouvant. Le lendemain, la photo faisait la une de tous les journaux, symbole de dévotion. 1 mois et demi plus tôt, on avait commémoré le premier anniversaire de la déclaration qui avait retiré son nom de celui de ses enfants. Voyez maintenant ce qui se passera au cours des 4 années suivantes, car la vie de famille ne cessa pas. Il avait renoncé à ses titres de prince de Grèce et de Danemark en 1947. L'équivalent britannique ne s'est pas imposé avec le mariage, il ne s'est pas imposé avec la naissance de Charles, ni avec celle d'Anne, ni avec l'accession au trône, ni avec le couronnement. Le duc d'Édimbourg n'était pas prince du Royaume-Uni. Les tribunaux étrangers ne savaient que faire de lui, et tous les hommes de la famille concernée savaient parfaitement pourquoi les lettres patentes n'étaient pas délivrées. La mère et la grand-mère de son épouse s'y opposaient. La reine Mary mourut en mars 1953. La reine-mère vécut encore un demi-siècle. Le Princeton arriva finalement en février 1957. 10 ans après le mariage.
Il avait alors cessé d'être un cadeau pour devenir une sorte d'excuse tardive et irrévocable. Et c'est même moi, toute l'affaire éclata au grand jour pour la seule fois en 73 ans. Le prince Philip était parti 4 mois en tournée dans le Commonwealth à bord du Yacht Royal. 4 mois, c'est long pour un couple marié, quelles que soient les circonstances. La presse s'en est chargée et l'histoire a fait le tour du monde en 11 jours à peine. Discorde au palais, vie séparée, mariage en péril. En février 1957, Buckingham Palace fit quelque chose d'inhabituel, répondre. Le service de presse publia un démenti formel et officiel de toute mésentente entre la reine et le duc d'Édimbourg. Comprenez à quel point c'était inhabituel. Depuis un siècle, le principe de fonctionnement de ce bâtiment était de ne rien commenter, ni confirmer, ni infirmer, partant du principe que répondre à une histoire la faisait durer une semaine de plus. Ils ont enfreint cette règle et ont dit la vérité sur les rumeurs d'infidélité, du moins autant que quiconque ait pu le constater. En répondant, ils laissaient également entendre au pays que quelque chose dans ce mariage méritait d'être défendu publiquement. C'est à ce moment-là que cette histoire a cessé d'être privée. En 1957, le public a commencé à entrevoir la vérité. Et ce qu'il a vu, c'était un homme qui était ailleurs. Puis, 3 ans plus tard, la situation a évolué. Le 8 février 1960, Elizabeth Eyre a promulgué un décret en conseil stipulant que ses descendants, ne portant pas de titre royal, utiliseraient le nom de famille Mountbatten-Windsor. Elle était alors enceinte d'Andrew. Selon certains témoignages, elle était mécontente de la situation de 1952 depuis des années. Quoi qu'il en soit, la date est un fait établi. Entre-temps, la reine Mary était décédée et Churchill avait quitté ses fonctions. Les 2 personnes à l'origine de cette décision n'étaient plus en fonction. 8 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que son nom soit finalement inscrit dans les registres, dans le cadre d'une disposition s'appliquant aux descendants non royaux. Charles n'était pas concerné, Anne non plus. Les 2 enfants vivants en avril 1952. Ceux dont le nom de famille était au cœur de toute cette bataille conservèrent Windsor. Il obtint gain de cause. Il ne récupéra pas ses enfants. Ce nom apparut publiquement pour la première fois le 14 novembre, lorsqu'Anne épousa Mark Phillips à l'abbaye de Westminster et signa le registre sous le nom d'Anne Mountbatten Windsor. Son père se tenait à environ 2 mètres de là. Sa fille, âgée de 23 ans le jour de son mariage, devant 500 millions de téléspectateurs, inscrivit pour la première fois dans l'histoire du pays le nom de famille de sa mère sur un document officiel. C'est ce qui ressemble le plus à une victoire dans toute cette histoire. Et il aura fallu 26 ans. Et cela s'est produit parce qu'une jeune femme a décidé de son propre chef de signer d'une certaine manière. 8 plus tard, le 29 juillet 1981. Une jeune femme de 19 ans nommée Diana Spencer signa le registre à la cathédrale Saint-Paul, devenant ainsi la nouvelle membre de la même famille. Et le prince Philippe se tenait au même endroit, à 2 mètres de distance, observant un autre étranger rejoindre une institution qui avait passé 30 ans à lui expliquer comment il était autorisé à être appelé. La Maria Gay de Diana s'est effondrée publiquement au début des années 90, et la personne au sein de cette famille qui lui a écrit à ce sujet était Philippe. Ces lettres ont été décrites par ceux qui les ont lues et par l'entourage de Diana. Elles ont surpris tout le monde, car l'image caricaturale de cet homme à l'époque était celle d'un vieux marin mal élevé, capable de dire des bêtises lors d'inauguration d'usines. Les lettres étaient longues et prudentes.
Il s'efforçait de comprendre ce qu'elle traversait. Il les signait pas. Elles sont devenues plus dures au fil des ans, et elle continuait de faire des choses qu'il considérait comme destructrices pour son fils. Je ne vais pas prétendre que leur correspondance était idyllique du début à la fin. C'est lui qui les écrivait, cependant. Personne d'autre dans cet immeuble ne le faisait. Et quand ils se sont brouillés, la raison était simple. Ils comprenaient tous les deux, mieux que quiconque à cette adresse, que le rôle qu'ils devaient jouer leur avait été imposé. Il y a quelque temps, quelqu'un a laissé un commentaire sous l'une de ces vidéos qui me hante encore. Ils ont écrit que la famille royale ne brise pas les liens du mariage et refuse de faire de la place aux personnes concernées, feignant ensuite la surprise face à la suite des événements. 2 personnes de cette génération auraient pu en témoigner, et l'une d'elles est décédée en 1997, la première semaine de septembre 1997. Entre l'accident et les funérailles, la famille était réunie à Balmoral. La question était de savoir si 2 garçons devaient accompagner le cercueil de leur mère à travers le centre de Londres devant 1 million de personnes. Charles le souhaitait, d'autres s'y opposaient. Les garçons avaient 15 et 12 ans. C'est leur grand-père qui a tranché, et la manière dont il a pris la décision a été rapportée de manière unanime. Il a dit à William que s'il ne marchait pas, il pensait qu'il le regretterait plus tard. Puis il a prononcé la phrase qui a mis fin à la discussion. « Si je marche, marcheras-tu avec moi ?» Il avait 76 ans. Il n'était nullement obligé de participer à ce cortège, et pourtant, il s'y est inclus pour qu'un adolescent de 15 ans ne soit pas seul. Voyez toute la vie de cet homme. Et puis, regardez cette phrase. Un garçon sans pays, sans foyer, sans nom propre, se voit offrir le même traitement par la famille dans laquelle il s'est marié, le subit pendant 45 ans, puis, à 76 ans, parcourt 1 mille à pied dans Londres, aux côtés d'un adolescent de 15 ans qui n'est pas le sien. Ce garçon n'est donc pas seul. Personne dans cette famille ne fait plus pour ces 2 garçons cette semaine-là, et il n'en a jamais reparlé par la suite. Pour conclure, en mai 2017, Buckingham Palace a annoncé que le duc d'Édimbourg cesserait ses engagements publics à compter du mois d'août suivant. Il avait 95 ans. Son dernier engagement en solo fut une parade des Royal Marines sous la pluie dans la cour d'honneur du palais de Buckingham, où il se tenait sans manteau. Puis il partit pour Wood Farm, une maison située sur le domaine de Sandringham, dans le Norfolk. 5 chambres, aucune luxueuse. Une cuisine qu'on pourrait chauffer, porte fermée. Vue sur 2 ou 3 employés des champs. Il emporta ses livres, son chevalet, 6 lettres et une abondante correspondance sur l'attelage. Il répétait à plusieurs reprises qu'il faisait ce qu'il voulait avec ce qui lui restait, c'est-à-dire de son propre aveu, pas grand-chose. La reine venait le voir les week-ends. Pendant 4 ans, elle gouverna le pays depuis Windsor, tandis que son mari vivait dans une ferme à 160 km de là. Ils s'écrivaient et se téléphonaient sans cesse. Tous ceux qui les ont vus ensemble durant ces années décrivent 2 personnes heureuses. C'est cette image qui alimente les débats en ligne. Il est parti, elle est restée. Et la question qui a toujours été de savoir s'il était parti par dépit n'a jamais été résolue. Et le pays n'a jamais cessé de s'enflammer. Dès son arrivée à Norfolk, une théorie a fait la une des journaux et s'est propagée avec encore plus d'intensité sur Internet. Il avait attendu. Il avait consacré 65 ans à ses fiançailles, à ses poignées de main. Et le jour où sa dernière obligation s'est levée, il avait quitté sa maison
pour affirmer une vérité absolue en 2021. Cette version avait triomphé et était répétée comme une vérité établie, accompagnée des images de ses propres funérailles. Il est décédé à Windsor le 9 avril 2021, à l'âge de 99 ans, entouré de sa femme au château. 69 ans, jour pour jour, après la page qui avait retiré son nom de la liste de ses enfants. Il a été inhumé à la chapelle Saint-Georges le 17 avril. Et le pays n'a retenu qu'une seule photographie, plus marquante que tous les mots écrits cette semaine-là. 30 personnes dans une chapelle conçue pour 800. Les restrictions de rassemblement toujours en vigueur, et une femme de 94 ans, vêtue de noir, assise seule dans une stalle, 4 mètres de pierre vide de chaque côté, aux funérailles de son époux, avec qui elle avait partagé 73 ans de vie. Cette image fit la une de tous les journaux du monde le lendemain matin, et elle mit fin au débat pour beaucoup de ceux qui, pendant 4 ans, avaient affirmé que le mariage avait échoué. Et maintenant, je vous dois ce que je vous ai caché au début. Cet automne-là, ITV diffusa un documentaire où ses enfants parlaient de lui. Et la princesse Anne et Edward étaient assis ensemble pour l'interview. L'animateur leur posa alors directement la question. La question piège: votre père est-il allé en Norvège pour faire passer un message? C'est Anne qui a répondu, elle qui était la plus proche de lui, et elle a dû s'interrompre. Elle a expliqué qu'il vieillissait et qu'il souhaitait un endroit où se promener dans une ferme sans être assailli par des milliers de personnes. Le lendemain matin, tous les journaux titraient sur ce sujet.